La team, après la grosse sortie de la CEDEAO contre les pays de l'AES, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait une sortie sur la télévision nationale du Mali en guise de réponse. Il a eu plusieurs questions et elle a été précise sur le sujet. À côté, nous avons également eu la vidéo du Premier ministre Choguel Maïga du Mali qui a aussi précisé plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez voir ce comportement de l'AES aujourd'hui. Il nous a rappelé les contours des accords avec la France et l'armée française. Il nous a rappelé comment sont traités aujourd'hui ceux-là même qu'on appelle esclaves de maison. Ces présidents que vous voyez, qui sont des suiveurs, qui suivent exactement leurs patrons qui sont en Occident. Pourquoi ils insistent et persistent pour rester dans la CEDEAO, quand bien même ils savent que la CEDEAO ne sert absolument à rien. Regardez par exemple, aujourd'hui la CEDEAO nous dit que les États du Sahel seraient condamnés prochainement à demander un visa pour pouvoir circuler dans les autres pays de la CEDEAO. J'ai envie de dire que depuis que la CEDEAO a été créée, ça n'a jamais été une CEDEAO des peuples, vu que l'Ivoirien qui doit entrer au Ghana se fait toujours contrôler à la frontière. Pourtant, ça devait être du laisser-aller. L'Ivoirien qui doit aller au Togo se fait toujours contrôler à la frontière. Et vice-versa. Donc, ça veut dire que cette CEDEAO, qui devait être pour les peuples, avec une libre circulation, n'a pas été le cas. Et il faut aussi dire que demander le visa pour venir dans un pays, ce n'est pas grave. D'ailleurs, des pays comme le Gabon, le Tchad, le Cameroun, viennent déjà dans ces pays avec un visa. Donc, s'ils peuvent venir avec le visa, le Mali, le Niger, le truc, ils pourront venir avec un visa. Mais à contrario, ce sera la même chose pour les autres pays. Donc, les mêmes choses que vous allez imposer à leurs citoyens, vous allez subir. Mais le problème, c'est qu'Abdoulaye Diop veut dire au chef d'État de la CEDEAO que, bref, ce qui nous a fait quitter la CEDEAO, ce sont des menaces comme celles que vous êtes en train de faire là. Et en refaisant les mêmes menaces, vous nous prouvez à suffisance qu'on n'a pas eu tort de vous quitter. Vous nous reconfortez dans notre position. Parce que vous pensez qu'il faut toujours nous frapper. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez plus nous frapper pour nous imposer à choisir. Si on a fait un choix, arrêtez les menaces. Arrêtez de nous dire, si je ne fais pas ça, on ne fait pas ça. Vous nous avez déjà menacés. Vous avez fermé vos frontières. Même les médicaments, vous avez refusé d'envoyer chez nous. Mais nous avons vécu. Qui pense aujourd'hui que ces présidents qui ont pris cette décision-là ne savaient pas à quoi s'attendre? Mais ceux qui viennent répondre et s'en prendre au peuple directement, est-ce que ce n'est pas eux qui sont le problème? Les présidents ont pris une décision pour la souveraineté de leurs États. La CEDEAO vient prendre une décision pour punir les populations, cherchant donc à les pousser à sortir contre leurs dirigeants. Je vais vous montrer premièrement ici la vidéo d'un jeune de l'Afrique, de la zone Sahel, qui répond à ces présidents de la CEDEAO. Et ensuite, je vais vous montrer les deux vidéos du ministre Abdoulaye Diop et du ministre Choguel Maïga. Là-dessus, regardons ensemble. Le communiqué des chefs d'État sous la main ici, que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments par rapport. Je ne vois aucune référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites, s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CEDEAO ou certains responsables de la CEDEAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes, toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays. Et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes
que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation, dans tous les cas. Vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations. Et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile, qu'il y a des conséquences, il y a des difficultés, mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons. Certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens, qui auraient cru que le Mali aurait pu atteindre ses résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens, face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats. Donc dans le cadre de l'AES aussi, parions que nous allons pouvoir, avec nos maigres moyens, avec vraiment une volonté forte, pouvoir exploiter d'abord l'homme sahélien dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative, mais qui soit quelque chose de concret. Pas un rêve qu'on vend aux gens, mais quelque chose de concret et dont nos citoyens commenceront à voir le bénéfice à court, moyen et long terme. Ça nous rassure beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est encore une fois que nous puissions renforcer la solidarité entre nous Maliens, entre toutes les composantes de la communauté qui existent chez nous. C'est vrai, la sécurité est une dimension essentielle, nous y travaillons, mais nous devons comprendre que personne ne viendra nous sauver à notre place et que nous devons travailler nous-mêmes. Il y a un prix à payer pour chaque choix, nous devons pouvoir avancer. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés que traverse notre pays, mais ces difficultés ne seront pas surmontées du jour au lendemain aussi. Donc nous devons pouvoir maintenir le cap pour faire en sorte que nous travaillons dans un pays, nous arrivons à avoir un pays en sécurité, un pays stable, un pays où la prospérité est partagée, où les dirigeants communiquent en toute transparence aussi avec les populations sur les difficultés, et qu'on puisse se mobiliser pour trouver ensemble des solutions qui préservent notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé. Merci infiniment. Merci. Et Monsieur le ministre, bonsoir, madame. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le samedi 6 juillet 2024 s'est tenu à Niamey au Niger le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Que peut-on retenir de ce sommet? Merci beaucoup, madame, et merci à l'ERTM de nous donner l'opportunité. Je voudrais saluer au préalable tous les téléspectateurs et de l'intérieur du pays comme de la diaspora et vraiment saluer aussi la qualité des programmes de l'ERTM en soutien aux activités de l'AES en rapport avec le Burkina et le Niger. Ceci dit, que retenir du sommet du 6 juillet à Niamey? D'abord, le 6 juillet est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents, leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, le général Abdraman Chani, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces trois pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces trois pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes rencontrées, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. Et naturellement, pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine une nouvelle page de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Mais c'est surtout le fait que une grande confiance a été placée en notre pays à travers son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour présider aux destinées
de cette confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays, mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les 3 chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une confédération, pour que nous comprenions bien pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance, mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences à des organes dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les 3 grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité, d'une part. Ensuite, dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration. Et le 3e pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des 3 pays. Une confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération, parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments, même si ils délèguent des compétences dans ces 3 domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des 3 États. C'est bien dit. L'une des conclusions du sommet de l'AES a été de confier au chef de l'État du Mali la présidence de la Confédération de l'AES. C'est un honneur, mais aussi un challenge. Un commentaire? Je pense que son Excellence le président Goïta est aussi un homme de défi. Et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays, mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance, parce que c'est une marque de confiance importante de présider aux destinées d'une confédération pour la première tâche, et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Goïta ou par le Mali en solitaire ou en solo. Ça sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État, dans un esprit de solidarité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces chefs d'État ont une vision commune, ont des objectifs communs, et déjà le travail ensemble a déjà commencé, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous voyez les avancées sur le terrain. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de pouvoir aller vers des réponses concrètes à travers des projets intégrateurs, et comment pouvoir unifier cet espace pour répondre aux préoccupations de nos populations, mais aussi renforcer la libre circulation des personnes dans cet espace. Ce qui est important, ce que nous souhaitons, c'est que les Maliennes et les Maliens comprennent que c'est une confiance qui est faite à notre pays, et que nous puissions nous mobiliser derrière nos autorités, avec nos autorités et avec les peuples et les autorités des autres pays, pour pouvoir montrer que c'est possible de faire les choses différemment, en comptant d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres ressources, tout en restant ouvert à tout apport extérieur. Monsieur le ministre, beaucoup s'interrogent sur les relations entre les pays membres de l'AES et la CEDEAO. Est-ce que la création de la Confédération AES signe la rupture consommée avec la CEDEAO? Bon, vous savez, l'AES est née dans un contexte différent, notamment pour faire face à une menace existentielle qui était dirigée contre le Niger et contre les autres pays membres. À partir de cet instant, il a été décidé plutôt de travailler pour une vision, pour des objectifs communs, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, nous ne pensons pas que l'AES soit en opposition à qui que ce soit, mais nous travaillons plutôt pour réaliser des choses pour nos populations. Naturellement, par rapport à la CEDEAO, nos chefs d'État ont été très clairs. À Niamey, vous les avez entendus en indiquant que le retrait des 3 pays de la CEDEAO est irrévocable et a été fait sans délai. Et à partir de cet instant, nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur. Nous voulons vraiment travailler plutôt à matérialiser cette volonté-là. Monsieur le ministre, à vous suivre avec la CEDEAO, c'est un chemin de non-retour pour reprendre le président Assimi Goïta. Cependant, à l'issue du 65e sommet de la CEDEAO, le retrait de la CEDEAO va entraîner des conséquences sociales, économiques, politiques et diplomatiques.
Que ce soit pour la CEDEAO ou sur un certain nombre d'options majeures qui ont été prises, comme le président l'a indiqué, ce n'est pas seulement que pour la CEDEAO, sur un certain nombre de questions, de relations avec certains partenaires qui n'étaient pas sincères, un chemin de non-retour a été pris. Et ceci, il faut pouvoir intégrer ça, que nous puissions vraiment avancer aujourd'hui dans le sens que nous souhaitons pour nos pays et pour nos peuples. À mon avis, c'est ce qui semble, à mon avis, être le point le plus important. Et aujourd'hui, il n'est pas question vraiment de s'attarder sur ces questions. Nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour les populations de cet espace. Nos chefs d'État y sont engagés. Ils veulent mettre en place une architecture d'intégration, parce que aussi il faut que nous comprenions que c'est que le travail c'est de sortir des schémas classiques, parce qu'autrefois on dit il faut créer une organisation, non, ce n'est pas une organisation, c'est une confédération, donc une association d'États, donc un processus intergouvernemental qui nous permettra de travailler avec plus d'autonomie, plus de souplesse pour d'abord assurer la sécurité. Aujourd'hui, il y a un niveau avancé de collaboration et de coopération entre les forces de défense et de sécurité sur le terrain qui ont enregistré des succès appréciables et qui sont à l'offensive face à des groupes ennemis. Et sur le plan du développement aujourd'hui, nos ministres en charge des questions d'économie et de finances et de développement ont développé des projets intégrateurs et un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer la libre circulation des personnes, mais aussi renforcer les échanges entre nos pays et des actions qui puissent bénéficier à nos populations. Et déjà, sur le plan diplomatique, nos pays se concertent déjà. L'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations unies, le Mali s'est exprimé avec l'autorisation et un accord avec le Niger au nom du gouvernement du Niger. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la Confédération est une autre étape, une autre façon de... C'est nouveau, certainement. Il y a certainement des incertitudes par rapport à cela, mais je pense qu'avec notre engagement et le désir d'unité qu'il y a entre nos chefs d'État et entre nos populations, nous sommes certains qu'il est possible d'envisager des actions bénéfiques pour nos populations, mais tout en restant ouvert aussi à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace et avec lesquelles nous sommes condamnés de vivre. Mais nous avons une autre approche, nous avons une vision, nous avons nos objectifs, mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer. Du pétrole, pour faire des motos. Des milliers de gens sont en moto, ils ont du pétrole, ils ont des armes dans les grands déserts. D'où est-ce qu'ils viennent? Mais nous savons, nous lisons l'histoire. Vous savez, pour la petite histoire, lorsque la force française qu'on appelle Serval s'est transformée en Barkhane en 2016, pour bien conscientiser leurs militaires, le chef d'état-major de l'armée française est venu faire une revue des troupes. Et il a été sur la principale base de Barkhane au Tchad, à Faye-Largeau. Quand il a fait la revue des troupes, il leur a dit ceci. Nous étions là il y a 100 ans. Nous sommes repartis d'ici il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant, c'est pour 100 ans. Pour que les soldats comprennent bien pourquoi ils sont là. Cette histoire de libérer le Mali et le Sahel, ça c'est le discours. Vous voyez ce que dit le chef d'état-major français à leurs militaires. Pendant ce moment, on a des présidents démocratiquement élus avec leurs femmes, ils voyagent. Ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à Washington, ils descendent des avions, ils ont des parfums, ils impressionnent les gens. Celui qui va les voir, on donne l'argent, on dit le président il est très généreux. Si vous voyez quelqu'un qui donne l'argent comme ça, c'est pas son salaire. Hein. Le salaire de quelqu'un, il ne va pas le donner. Donc l'argent qui doit servir à rendre les pauvres plus heureux, on le donne, on donne 10% à une petite élite qui corrompt tous ceux qui ont le verbe haut, qui peut parler, et l'aide de la population vit dans la misère. Bon, c'est ce que nous avons refusé, c'est tout. C'est tout ce que nous avons refusé.
Et on a, petit à petit, on a démantelé, on a détricoté sous ce tricot malheureux qu'on a mis sur nos têtes. G5 Sahel, vous imaginez, c'est la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Tchad et le Mali. 5 pays. G5 Sahel a une réunion annuelle. Le Mali paye 400 millions de francs CFA par an comme cotisation. Le tour du Mali arrive. On dit que la réunion ne peut pas se tenir au Mali. Parce qu'il y a un président extra-africain qui estime qu'à la tête du Mali, il y a un militaire dont on ne peut pas tenir des réunions là-bas. Nous avons donné une date. On a dit que si la réunion ne se tient pas, nous on sort de G5 Sahel. On en est sorti, les morts de sa belle-mère. Après, le Burkina et le Nigeria sont sortis. C'est fini, c'est disloqué. Après, on a dit qu'il y a G5 Sahel, on dit qu'il y a Takuba. Takuba, on se rend compte, parce que nous analysons, que Takuba, là, en termes locaux, en Amazit et en Sonraï, et nous on appelle le Tamashek, là. Mais ça veut dire le sabre, c'est pour diviser. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on voulait transformer une partie du Mali en zone d'entraînement de toutes les forces spéciales des pays européens. Mais les premiers qui sont venus, on leur a dit, mais qui vous a dit de venir ici? Ils disent que c'est un pays européen qui pense que l'Afrique c'est pour lui. Et puis que c'est l'ancien président qui a signé les papiers. On dit, mais l'ancien président, il est mort, il n'est plus là. Même s'il a signé les papiers, en Europe, quand vos parents vous invitent, après il faut le visa. Le gouvernement actuel vous demande comment vous êtes venu. Il n'y en a pas, mais on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont voulu résister, on leur a dit de partir. Depuis qu'on les chassait, tous ceux qui avaient des demandes là, ils ne les ont plus envoyés. Certaines demandes sont dans nos tiroirs. Donc c'est une force maléfique qui était venue. Et dans cette zone, vous savez, quand l'armée veut aller, on dit non, ça c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Donc il y a des parties du territoire malien où l'armée malienne ne peut plus aller. Parce qu'il y a des étrangers. Là, on l'a renvoyé. Et puis on a passé à l'aménagement. Les papas de tout le monde. On les a démantelés. Et vous savez, les derniers jours pour quitter Kidal, on se donne rendez-vous le matin, en quelque sorte à 6 heures. On vient, on nous dit qu'ils sont partis. Que parce qu'ils sont en insécurité. Mais en réalité, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux rebelles. Et on voulait nous bloquer. Heureusement qu'on a géré avec intelligence. Et Kidal est tombé dans l'escarcelle de l'État malien le 24 novembre. Les chefs terroristes, là, ils ont fui après à l'extérieur, dans un pays européen et après dans un pays africain voisin que nous connaissons. Nous ne les citons pas, mais nous les attendons des pieds fermes. Mais ça, c'est quoi ça? Voici la situation du Mali. Je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez. Parce que ce qui se dit à l'extérieur et ce qui se fait, c'est totalement différent. Donc quand ils ont vu ça, ils sont allés voir des Africains pour tuer leurs frères. C'est-à-dire on voit des Africains qui décident que même les médicaments pour les malades et les enfants et les femmes dans les hôpitaux ne vont pas. Sans aucune loi. C'est interdit partout. Le fait du prince. Donc, celui qui est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Or, moi j'ai l'habitude de dire aux ministres ici, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Après viennent les initiatives des dirigeants. Mais si vous faites ce que vous voulez, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, tout le monde est en insécurité. Jusqu'au jour où on vous fait tomber un autre pied. Et c'est ce qu'ils installent en Afrique. On amène toujours des dirigeants qui font ce qu'ils veulent. On tue des gens, il n'y a pas de problème, jusqu'au jour où les gens se révoltent contre lui. Et c'est le perpétuel recommencement. Ou bien quand on ne veut pas de lui, on dit dictateur, assassin, et tout le monde chante.
J'ai donné souvent le cas de Mobutu dans les années 60, ceux qui sont un peu... C'était l'épicentre de la lutte contre le communisme. C'était leur principal outil. Quand ils n'avaient plus besoin de lui, ils ont commencé à dire que c'était un dictateur. Finalement, on l'a chassé, il est allé mourir ailleurs. Ils font la même chose avec tout le monde. Tous ceux qui se mettent au service des pays étrangers contre sa nation, Dieu va toujours les punir, tôt ou tard. Nous, on a cette conviction. Donc tout ce qui se passe au Mali, là, tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, là, c'est du mensonge. Et nous avons décidé de prendre notre destin en main. C'est tout notre problème. Et nous avons demandé aux frères africains, laissez-vous, vous avez vos intérêts que vous défendez, mais nous là, laissez-nous en paix. On ne se met des affaires de personne. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Et les peuples en réalité ne sont pas d'accord avec ça. C'est les dirigeants. Moi je prends le cas des Maliens. Les Maliens, vous savez, après le Mali, là où il y a le plus grand nombre là, c'est en Côte d'Ivoire. Après, c'est en France. En France, en dehors des Marocains et des Algériens, bon, ça c'est des frères entre eux, je ne sais pas qui sont les plus nombreux. Les Marocains estiment qu'ils sont les plus nombreux, les Algériens aussi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'Afrique du Sud, là, les plus nombreux, c'est les Maliens. Ces gens-là, leur apport dans notre économie, c'est plus que la fameuse aide au développement. Est-ce que vous pensez qu'un régime de gens normalement constitués, des patriotes, et nous considérons que c'est des patriotes qui sont à la tête du Mali, va ignorer les intérêts de ces Maliens-là? Il y a des régions entières chez nous qui vivent du soutien de ces Maliens qui sont en France. Ils travaillent en France, ils cotisent, ils vivent, ils ont double nationalité. Vous pensez qu'un gouvernement responsable va se mettre contre eux? Jamais. Mais majoritairement, ils sont tous d'accord avec nous. Donc moi, je dis souvent aux dirigeants français, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français. Nous sommes contre une certaine politique de certains dirigeants qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. C'est ce que j'ai appelé les dirigeants avec la culture Wikipédia. C'est-à-dire ceux qui voient sur Internet, en dehors de ça, ils ne vont rien. Les anciens dirigeants français les ont dit, il se passait, comme le bouton nucléaire, il se passait un mot d'ordre. Ils disent les Soudanais, là, on les appelle les Maliens. On ne peut rien faire de grand, d'important et de durable en Afrique, contre ou sans le Mali, à cause de la qualité des dirigeants. Les Français se passaient ça comme un mot d'ordre, les dirigeants. Mais quand on a eu des présidents qui ne comprennent rien, qui croient que c'est les injures, les médias, les forces, ils sont passés à côté. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Il y a des pays qui ont été colonisés au 19e siècle, en 6 mois, en 1 an. Chez nous, ils ont mis 38 ans de guerre pour aller de Caille en 1878 à Ndrambokan en 1916. 38 ans de guerre. Les 70 ans de la colonisation, il ne s'est jamais passé un moment où il n'y a pas de révolte de tous les groupes ethniques. Donc on n'est pas con. C'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Et puis tous les États africains, vous voyez là, l'épicentre, historiquement, c'était le même État. C'est le même État. On est venu nous mettre des frontières artificielles. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les dirigeants se fatiguent, ils vont mourir, partir. Mais les peuples là, on ne peut pas les diviser. Peut-être dans 20-30 ans, nous, on ne sera pas là. Mais les peuples de Sikasso, le sud du Mali, et de Côte d'Ivoire, le nord de l'Afrique, mais eux là, personne ne peut les diviser. La même chose avec les Sénégalais, avec les Guinéens, avec tous les autres. Donc les dirigeants se fatiguent. Et nous faisons une lecture historique de tous les actes que nous posons. C'est pour cela que nous donnons un aspect particulier à nos relations avec le Maroc, malgré que ce n'est pas un pays voisin. Beaucoup ne savent pas ce qui nous lie au Maroc. Ce qui nous lie au Maroc est plus important souvent que les contingences politiques. Quand tu votais à Tombouctou, là,
l'esprit. Moi, j'ai lu les livres d'histoire. Il y a des gens, à la veille de la colonisation, ils ont demandé à être rattachés au Maroc. On n'a même pas de frontières. Parce que dans leur esprit, il y a une partie de l'histoire qui est liée au Maroc. Et le roi du Maroc, s'il est féru d'histoire, parce que quand vous voulez diriger là, un pays, là, il faut connaître l'histoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas la densité des relations entre le Maroc et le Mali. Ce ne vient pas du hasard. La Guinée, c'est la même. Quel que soit celui qui dirige là-bas. On a des dirigeants ici qui ont dit à un moment le Mali et la Guinée, c'est deux poumons du même corps. Et ces dirigeants qui ont dit ça, ils sont partis. Mais le peuple ne peut pas les diviser. Quand les gens ont monté le scénario pour nous isoler, ils ont allé tuer des Guinéens à la frontière, ils ont dit que c'est les services maliens. Les autorités guinéennes n'ont même pas regardé. Mais ils ont fait la même chose à la frontière avec un autre pays. Les gens se sont levés, l'armée malienne est venue tuer nos citoyens, nous on n'est pas d'accord. Mais en réalité, on leur a montré que là où les gens sont morts, l'armée n'était même pas là-bas. C'était un montage. Ou un ambassadeur qui réunit des représentants des petits groupes ethniques, qui leur dit attendez, attention, si les jours on va vous dire que les Russes sont venus au Mali, il faut vous révolter. Parce que dans la doctrine militaire des Russes, tout groupe qui détient les armes sans l'autorisation de l'État est un terroriste. Or, comme vos groupes ont des armes, il faut vous soulever. Sinon, dès qu'ils vont venir au Mali, on va tuer votre mouvement. Moi, j'ai convaincu l'ambassadeur ici. Il a dit de cesser de se livrer à des activités incompatibles avec sa mission officielle. Il a nié, comme toujours. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, vous le convoquez chez vous. Vous lui dites d'arrêter ces activités subversives contre notre État. Il va essayer de dire que c'est pas lui. Il faut lever la science. Il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes. Il n'a qu'à les réfléchir. Nous, on a toutes les preuves. Ils invitent les gens à des déjeuners, à des dîners, à des soirées, à des petits patatas. Après, ça ne leur a pas suffi. C'est leur président qui s'est mis à attaquer notre président. Mais un pays où vous attaquez le président, vous aimez la subversion. Et vous ne pouvez pas être des amis. Nous, on lui a montré la porte, on l'a renvoyé de notre pays. On voit des gens, imaginez-vous une radio qui dit que l'armée malienne a tué des gens à frontière des pays voisins. Que les populations ont eu tellement peur qu'elles ont fui dans la forêt. Et le reste, l'armée les a tués. Et on dit que ces populations sont revenues, on a ouvert des tombes, et on a trouvé 2 nationalités d'un pays voisin. Mais est-ce que quelqu'un qui raisonne peut comprendre? Mais c'est fait de façon qu'on comprend. On téléphone à quelqu'un qui parle sur les radios, qui dit que lui, il est là, il a vu les cadavres qu'on a déterrés. On vient faire les consultations. Et c'est quelqu'un à qui on a téléphoné de l'extérieur, on lui a donné des crédits, on enregistre son message, et puis on le met pendant les informations. L'armée malienne est en train de tuer les citoyens des pays voisins pour révolter la population contre le Mali. Et on a fermé cette radio maléfique au Mali et cette télévision. Les gens n'en sont pas morts. Nous n'avons rien fait, rien au Mali, je le précise, qui n'est pas le résultat de l'échec de nos tentatives de s'entendre avec nos partenaires. Vous voyez, par exemple, nous avons ce qu'on appelle Ndélimane. C'est une base militaire financée par la MINUSMA, construite par Barkhane dans le grand désert. Et s'il vous plaît, ils ont oublié, entre guillemets, de faire un forage. Donc nos soldats n'ont pas à boire. Le Mali n'a pas les moyens d'amener l'eau minérale tous les jours. Il n'a même pas d'avion pour cela. Personne ne nous a interdit d'avoir même des avions de transport. Donc nos soldats sortent, ils vont dans les hameaux voisins pour prendre de l'eau dans les puits. Donc les terroristes scrutent leur chemin. Un jour ils tombent sur eux au puits, on les élimine tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les camions, ils retournent au camp. Ils font exploser, la moitié des soldats meurent. Ceux qui ne sont pas morts font 7 heures de temps
en train de demander des appuis à la MINUSMA, à Barkhane, qui ont des avions, des hélicoptères. Ils disent non, qu'ils sont venus pour la paix, ils ne sont pas venus pour la bagarre. Tous les soldats meurent. On fait des fosses communes, on les enterre, on pleure. Les Mali ne peuvent pas prendre des lunettes de vision nocturne. Même les soldats morts, là, on ne peut pas transporter les corps dans les cimetières normaux. Parce qu'on a acheté un avion de transport. Il a été bloqué pour des raisons politiques. Mais on a tiré les leçons. On a commencé à chercher des solutions à nos problèmes. Il faut arrêter ces milliers de morts, des villages entiers sont détruits. On interdit à notre armée d'aller, on interdit d'acheter, on fait les formations. Ils disent qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Les militaires maliens qui viennent avec leurs munitions. Et finalement, on a vu les Russes. Les Russes ont dit que leur problème, on n'a qu'à payer cash. Si on paye, ils donnent. Bon, on a commencé à regarder là où on donne les armes, là où on ne peut pas faire les pressions. Après, on se met à nous dire non, vous ne devez pas vers la Russie, ce sont des diables. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, on nous prenait comme des choses. On a commencé à acheter des hélicoptères, des avions, et aujourd'hui, il n'y a pas un coin sur le territoire malien où on ne peut pas aller. Tout le problème du Mali est venu. Ce que j'ai appelé à l'ONU, laisser en plein vol, laisser en plein vol, là, vous connaissez tous. En réalité, quand vous êtes dans un avion, vous êtes dans l'air, à un moment donné, quelqu'un ouvre la fenêtre et vous de sortir. Mais c'est la trahison. On a des pays avec lesquels on a des accords militaires. On tue nos populations, on nous interdit de nous équiper. Maintenant, quand on fait ça, ils vont trouver des Africains qui se réunissent, qui disent que les Maliens ne doivent pas faire ça. Moi, j'ai dit aux représentants du ministère français des Affaires étrangères, vous vous trompez complètement de peuple. Les dirigeants du Mali, là, ce n'est pas ceux à qui vous êtes habitués, ce n'est pas des dirigeants démocratiquement élus, là, que vous manipulez comme vous voulez. Il n'y a pas de visa. Le président, là, il quitte la base militaire, il est dans ses bureaux. Moi, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Nous, on est fait pour diriger le Mali. Pour faire avancer les choses, des problèmes des Maliens, et on les présente au président pour appréciation. Vous imaginez, ils ont interdit même les présidents et les ministres des Affaires étrangères qui voyagent. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais Roosevelt, les Churchill, les Stalin, mais ils se réunissent pour parler. Mais on trouve des nègres de service qui interdisent même un voyage au président ou au ministre des Affaires étrangères. Des nègres de service. Qui prennent des décisions pour que les enfants et les femmes meurent dans les hôpitaux. On ne donne pas de médicaments. L'objectif, c'est de renverser le régime. Les Maliens ont dit non. Mais on n'a rien fait contre personne. Et maintenant, nous avons constitutionnalisé dans l'article 32 de notre nouvelle constitution. Tout pays qui se prétend être l'ami du Mali, il faut accepter que vous traitez avec un État souverain. Notre souveraineté n'est pas négociable. 2. Les choix de nos partenaires stratégiques, c'est nous qui les déterminons. Aucun autre pays ne peut venir nous dire c'est la paix de votre partenaire ou non. 3. Tous ceux qui sont investis des pouvoirs publics, tout acte qu'ils posent doit être lu à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Nous avons constitutionnalisé ces 3 principes. Parce que comme je vous ai dit avant, on ne peut rien faire. Vous imaginez un président français qui téléphone à notre président pour dire nous voulons que celui-là soit président, celui-là président de l'Assemblée nationale, celui-là premier ministre. Vous imaginez ça? Ou quand il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui voulait intervenir dans la crise. Et le président français l'appelle, il dit attention, le Niger là, il ne faut pas parler avec lui. Le Niger c'est pour nous, c'est pas votre affaire. Et lui aussi il a arrêté. C'est en ce moment qu'on dit notre ambassadeur ne va pas quitter. Nous reconnaissons que Bazoum.
Mais les relations internationales, c'est les États qu'on reconnaît, ce n'est pas des individus. Après cet échec, tous les bouleversements qu'il y a là, c'est des erreurs stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que le monde est en train de changer. Ils ont des cultures, comme j'ai dit, culture Wikipédia là. On vient la force, les discours, on menace. Il y a des pays avec qui ça ne peut pas marcher. Et puis il faut avoir une lecture de l'histoire et de l'attitude des peuples. Moi, je vous ai fait tout ce développement pour que vous compreniez la situation au Mali. Il n'y a rien d'autre que ça. Le reste, maintenant, on est en train de tout faire pour nous asphyxier. Nous savons. Tout est fait, toutes les institutions financières ne donnent pas un franc au Mali. Pour qu'ils aient des difficultés et que la population se révolte contre eux. C'est ce qui est en cours actuellement. On ferme tous les robinets au FMI, Banque mondiale. Le Mali demande un prêt, on dit non. La bourse financière, on demande 20 milliards, on donne 10 milliards pour la forme, petit à petit, pour que l'État s'asphyxie et qu'on change de dirigeant. C'est ce qui est en cours actuellement. Donc nous, notre travail, moi personnellement, ça fait 3, 4, 5 ans. J'ai travaillé à la conscientisation de la population, qui comprennent ce qui se joue aujourd'hui. C'est des choses, des pratiques qui ont duré. Et nous avons des présidents dont nous nous inspirons. Les conflits, vous savez, le premier conflit post-indépendance, c'est entre le Maroc et un pays voisin. C'est au Mali que la paix a été signée. Ça, c'est des présidents africains. Les conflits en Afrique, au Tchad, au Libéria, c'est des présidents maliens qui se sont investis pour les régler. Même s'il y a un président au nord qui mettait le feu, il a payé lui aussi après. Ouais. Parce que toutes les rébellions au Mali, c'est un pays africain qui les finance. Nous avons aussi les preuves. Mais il a mal fini aussi. Parce que tout dirigeant, tout pays, tous ceux qui se mettent contre le Mali pour y mettre le feu, ils finissent toujours mal. Quel que soit le pays. La rébellion malienne, c'est un Africain qui a commencé parce qu'il avait beaucoup de pétrodollars. On a vu comment il a fini. Ils ont eu des nègres de service ici qui faisaient les négociations chez eux en pensant que c'est eux qui font pour conserver leur pouvoir. Parce qu'il y en a qui cherchent seulement à durer au pouvoir, ce n'est pas pour régler les problèmes. Ils ont mal fini. Et récemment, je vois ce qui nous faisait rire. Pendant qu'on affamait les Maliens et les Nigériens, je vois ces nègres de service qui vont en Russie pour demander de leur donner du blé, de leur donner des armes. Mais quand j'ai vu ce président, j'ai dit, mais lui là, il est comme un jouet dans les mains de certains. Ou un président qui vient, qui dit que lui ne peut pas faire des photos avec le président burkinabé ou le président malien, que parce que c'est des militaires, des putschistes. 2 semaines après, je vois le même président en veste, en pipao, qui fait des selfies avec un autre militaire qui a fait aussi un coup d'État. Personne ne lui a dit de le faire pour l'anoblir. Mais ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est des dirigeants. Mais Dieu l'a sanctionné après, il a fui son pays. Parce qu'il avait son agenda, il y avait l'agenda de Dieu. Il y a l'agenda de Dieu qui va s'imposer à tous les dirigeants africains. Et les intérêts supérieurs des peuples. Les dirigeants là, nous tous là, on est mortels, on est passagers. Mais les peuples là vont rester. Personne ne va nous diviser. Vraiment. La CEDEAO, toujours dans ses mêmes œuvres, prend des sanctions, prend des mesures pour que les Sahéliens n'ont qu'à se révolter contre les autorités. La CEDEAO, vous avez tapé poteau. Personne ne va pas se révolter contre les autorités actuelles. Nous, on est soudés à nos autorités. Parce que là, il faut vivre, pouvoir voyager. Il faut être en vie pour avoir des passeports. Il faut être en vie pour pouvoir avoir un visa. Nous, là, nous, on est soudés à nos autorités. Donc, s'il y a des autres mesures, il y a des autres sanctions là, il faut mettre. Il n'y a personne qui va se révolter contre les autorités actuelles là, car il fait nos affaires. La CDM, Communauté des États macroniens,
a dit de ce 7 juillet 2024 en disant que toutes les ressortissants de l'AIS qui veulent voyager vers la CEDEAO, ils vont prendre des mesures. Ah, mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié de souligner que tous les ressortissants de la CEDEAO qui veulent migrer vers l'espace l'AIS, ils doivent prendre des visas aussi. Ils n'ont pas dit ça. Bon, moi je le confirme. Tous les ressortissants de la CEDEAO, si vous voulez migrer vers l'AIS là, vous allez prendre des visas aussi. Je dis bien attention, CEDEAO, il n'y a aucun Burkinabé, aucun Malien, aucun Nigérien qui va se révolter contre ces autorités-là. Parce qu'il faut vivre d'abord pour pouvoir voyager. Ah oui, il faut vivre d'abord. Et nous, on connaît votre communauté là. Hein? C'est communauté économique de quoi là? De Macron. Voilà, la CDM, communauté des États macroniens. Toujours, ce sont les esclaves du salon. Cette décision vient de Paris ou bien de London. Cette décision-là, ça ne vient pas d'Abuja, ni de la Côte d'Ivoire, ni de quelque part. Cette décision-là, ça vient jusqu'à Paris. Donc, on connaît vos œuvres. Vous n'étiez pas là pour les Africains. Vous étiez là toujours pour la France, pour les Occidentaux. Donc, nous, on s'en fout. Hein. Vos sanctions que vous avez prises là, ça ne nous regarde même pas. Et attendez jusqu'à demain. Hein. Nos autorités vont faire du communiqué là. Ça sera du lourd. Hein. Parce que ceux-là, ils se sont préparés avant de quitter de la CEDEAO. Notre espace là, le Mali, le Burkina, Niger là, c'est un lieu extragique dans la sous-région. La famille, ils sont dans paix comme ça. Et d'ailleurs même, je répète, la CEDEAO n'a jamais existé. De façon dont ils racontent la libre circulation, les biens. La CEDEAO n'a jamais existé. De façon dont ils les racontent là. Nous, on connaît. Quand tu voyages dans la sous-région, tu vas payer les 2000, les 1000 francs. Si tu es tombé sur un maudit, mais il va prendre 50 000 avec toi. Dans CEDEAO, s'il y a des autres mesures, il y a des autres sanctions là, il faut ajouter. Il n'y a personne qui va se révolter contre ces autorités là. Car nous, on veut vivre d'abord. La patrie ou la mort nous vaincra.